Bonjour à tous, alors nous continuons cette deuxième série, deuxième entretien autour du livre de Georges Gaston qui s'appelle Lumière commune, hein, voilà, dont je montre ici le tome 1, et donc ces entretiens qui vont avoir, je sais pas, 15, 20 épisodes, tournent autour des grands chapitres cet opus magnum de Georges Gaston, qui est en fait traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique. Je précise que Georges Lascaux était professeur de philosophie, de lycée et en classe préparatoire scientifique, agrégé de philosophie. Et voilà, donc aujourd'hui, pour l'interview, pour les besoins d'interview et pour, bien sûr, pour le plaisir de la relecture, j'ai travaillé le chapitre 2 qui porte beaucoup sur des questions d'idéalisme, matérialisme et d'anthologie. C'est de cela dont nous allons parler, même si bon, c'est très difficile de prévoir le contenu d'une discussion philosophique qui, par définition, s'exprime un peu à bâton rompu, d'autant plus que bon, ce traité aborde quand même les choses de manière assez kaléidoscopique dans l'entièreté enfin, pose la plupart des questions de base de la philosophie. Donc, mais voilà, peut-être, Georges, pour commencer. D'ailleurs, c'est toujours très difficile de commencer, mais à un moment, j'ai bien vu que dans le chapitre 2, pour parler de cette question quand même très essentielle de l'idéalisme et du matérialisme, tu pars pédagogiquement du texte de Hegel qui s'appelle la propédeutique, Oui. et tu pars de l'opposition entre l'objet et le sujet. Ah bah, très bien. Je l'avais préparé. Ah bah voilà, parce que tu vois, c'est bien, on a pensé à la même porte d'entrée dans ces 100 à 200 pages là que nous évoquons. Effectivement, partir de la relation sujet-objet, donc de la relation entre l'une et l'autre, peut-être de la différence entre l'objet et la chose, puisque l'objet c'est ce qui est perçu par le sujet. La chose, est-ce qu'il y a lieu de faire une différence? Enfin voilà, pourquoi partir comme ça, et qu'est-ce que ça prouve, disons, en quoi ça pose le décor? Oui, alors effectivement, d'abord, merci à nouveau pour cet entretien, Émeric. La première chose que je voudrais dire, c'est que le premier positionnement du matérialisme dans l'histoire de la philosophie est, si l'on peut dire, naïf, mais pas forcément au sens mauvais du terme, au sens stupide, quoi. Bon, pas du tout. C'est autour de l'école de Milet, hein, donc de Thalès, d'Anaximène, d'Anaximandre, qui aborde tout simplement les phénomènes de la nature et qui les explique d'une manière directe, sans faire intervenir les dieux, sans faire intervenir la mythologie, et en prouvant donc, en marchant, si l'on peut dire, que l'on peut expliquer la nature par elle-même, en quelque sorte. C'est ça, je pense, le projet matérialiste initial. Dans un deuxième temps apparaît ce que j'appellerais une philosophie plus réflexive. C'est le connais-toi toi-même de Socrate, qui va décaler la philosophie vers l'idéalisme, puisqu'elle va mettre la pensée au centre de tout, hein. Et donc l'étude, à travers la réflexion sur les concepts, sur les définitions, et ainsi de suite, de la pensée elle-même, plutôt que de l'être naturel, plutôt que du monde extérieur, si l'on peut dire. Mais ce que je voulais montrer à travers le texte de Hegel, hein, donc grand philosophe allemand du XIXe siècle, c'est que même quand on part de ce second aspect, c'est-à-dire la conscience, le rapport entre l'homme et le monde, et le rapport pensé, le rapport réfléchi entre l'homme et le monde, donc un rapport qui n'est plus naïf, qui n'est plus direct et immédiat, mais qui est en quelque sorte reflété, comme quand on se regarde dans un miroir et que on se voit voir, si l'on peut dire, hein. Je me voyais me voir, dit la jeune barque de Paul Valéry. Eh bien, même dans ces conditions-là, on aboutit quand même à cette opposition du matérialisme et de l'idéalisme, et à une conception matérialiste de ce rapport lui-même. Et que finalement, on est obligé de concevoir la conscience elle-même comme un rapport pratique au monde, et pour le concevoir jusqu'au bout comme un rapport pratique, c'est-à-dire actif, eh bien, il faut nécessairement poser que l'être est premier et que la conscience est seconde. Et donc, si vous voulez, un peu de conscience réfléchie ou reflétée de la réalité matérielle éloigne de la réalité matérielle, mais quand on regarde de plus près ce reflet où nous nous voyons dans un miroir, nous voyons encore mieux le monde. Et c'est le monde lui-même qui apparaît comme étant la base même de la pensée et de la conscience.
Voilà un peu pourquoi je passe par cet intermédiaire un peu étrange. Je me suis fié à un texte de Hegel qui est hegelien si l'on veut, parce qu'on pourrait me reprocher d'avoir choisi un philosophe plutôt que l'autre, mais c'est un texte qui s'appelle Propédeutique philosophique, et qui renvoie donc à l'enseignement qui était dispensé aux élèves avant qu'ils n'entrent à l'université. Et donc Hegel, à l'époque, était professeur de philosophie dans un lycée, hein, même s'il avait aussi des fonctions administratives. Eh bien, donc c'est le cours qu'il donnait à ses élèves, et il considérait donc, non pas qu'il leur enseignait ce qu'on appellera plus tard le hegelianisme, mais qu'il leur enseignait la philosophie. Pour parler de la philosophie, que faisait-il? Eh bien, comme le faisaient pratiquement tous les professeurs de philo de l'époque, il leur parlait d'abord de la conscience et du rapport sujet-objet, du rapport entre le sujet et l'objet. Et peut-être le problème est qu'il le décrit comme justement un acte de conscience, alors que c'est aussi un acte de Voilà, pratique. voilà. Alors, il cherche à être neutre, si vous voulez. Je pense que, comme tous les professeurs de philo, il essaye de commencer non pas par ses propres positions, mais par ce qu'offre la philosophie, quoi, ce qu'elle offre spontanément en magasin, si j'ose dire, en quelque sorte. Et donc, il parle de ce rapport sujet-objet, et lui, eh bien, sans s'en rendre véritablement compte, il va opter. Il va opter et prouver même à son corps défendant que la véritable question de la philosophie est donc idéalisme ou matérialisme. Faut-il commencer par le sujet? Si c'est le cas, on est idéaliste. Faut-il commencer par l'objet? Si c'est le cas, on est matérialiste. Et il va en effet opter pour l'idéalisme. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est qu'en effet, cet acte, cette option en faveur de l'idéalisme, qui apparaît clairement à travers le texte, en effet, hein, qui va donc substantialiser la conscience, faire de la conscience quelque chose d'absolu, en quelque sorte, est inévitable, quelque part. Donc, on est toujours dans la question. Inévitable pour refuser le réalisme naïf. Il faut, Voilà, c'est ça, c'est ça. En gros, pour refuser le réalisme naïf, on n'a que le choix d'être idéaliste. Or, en réalité, non, bien sûr. Ce qu'on pourrait montrer à un premier niveau, si on veut, de façon un peu, comment dire, pédagogique, justement, puis après tout, c'est tout à fait normal, puisqu'on parle d'introduction à la philosophie, c'est que le rapport entre le sujet et l'objet est lui-même toujours un rapport pratique. Et c'est ce que dit Marx dès le début de l'idéologie allemande, dès les textes fondateurs du marxisme, ce rapport est lui-même décidé par une pratique. La conscience n'existe pas comme ça de façon totalement séparée, et elle est toujours elle-même une dimension du rapport pratique de l'homme au monde, quelque part. Alors à ce moment-là, ça suppose effectivement que le monde eh bien, peut exister sans la conscience, que la conscience n'est pas un absolu. Donc Hegel fait comme si ce rapport au monde était toujours problématique et à recadrer à partir de la conscience, alors que bon, on pourrait le montrer, et on pourrait le montrer non seulement avec des arguments philosophiques, mais avec des arguments tirés des sciences, hein, puisque les sciences aujourd'hui étudient de façon très précise le rapport entre l'homme et le monde, et le rapport conscient, la perception, l'imagination, enfin bref, tout ce qui fait que l'homme se rapporte au monde d'une manière pratique. Pour donner un exemple très simple, que j'ai annoncé, que je n'ai pas donné finalement, si vous voulez, quand on regarde un objet et qu'on dit qu'il est rouge, bon, ben, le réalisme naïf, c'est de dire il est rouge. Son contenu, c'est le rouge, effectivement. Bon, un peu Alors que par d'esprit. exemple, le bœuf, il perçoit pas la différence entre le bleu et le rouge. Donc, Voilà, contrairement à ce que croient les amateurs de corrida, quelquefois, le ouais, taureau ne fonce pas sur la muleta parce parce qu'elle est qu'il est rouge. rouge. D'ailleurs, elle n'est pas rouge, elle est rose d'un côté et jaune de l'autre pour les amateurs. Enfin, peu importe. Mais parce qu'elle bouge. C'est parce qu'elle bouge violemment qu'il fonce dessus, quoi. Et donc, si le torero ne la fait pas bouger violemment, il risque pour sa peau. Donc, quelque part, il y a ici à prendre en compte que, bien sûr, le rouge n'est pas dans l'objet. Le rouge est dans le rapport entre l'objet et nous-mêmes, puisque c'est la structure même de notre œil, qui est pourvue de cônes et de bâtonnets, qui nous permet de distinguer les couleurs, ce que certains animaux ne font pas, ou qu'ils font autrement que nous, en saisissant certaines couleurs et pas d'autres, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, l'idéalisme triomphe et dit youpi, c'est la preuve que, au fond, la conscience se fabrique elle-même son monde, quelque part, hein, et que, au fond, le monde est une projection de notre conscience. Ça, c'est ce que disait Berkeley, c'est être Voilà, être perçu. voilà.
Exactement. Le monde n'est rien sans un être qui le perçoit. Et on peut même faire Exactement. l'abstraction du monde, en fait. Voilà, on peut même faire abstraction du monde, et en tout cas ici pour ce qu'on a, pour ce dont il est question, de ce qu'on appelle ces qualités secondes, par exemple les couleurs, ou les odeurs, ou les saveurs, etc. Toutes ces choses-là ne sont pas dans les objets, mais sur notre langue, dans nos yeux, etc. Et bien sûr dans leur lecture par notre cerveau. Oui, mais d'une part, notre langue, nos yeux, etc. et notre cerveau ne sont pas des fantômes, hein, ce sont des morceaux de chair, si vous voulez, et d'autre part aussi, bien sûr, il y a du côté de l'objet quelque chose qui fait que nous voyons le monde rouge, rose ou bleu, non pas à notre gré et à notre volonté, mais bel et bien en fonction de propriétés objectives qui sont celles de l'objet. Lorsque, par exemple, les astronomes voient une géante rouge ou une naine blanche, ou une naine bleue, ou une naine brune, puisqu'il y a toutes les couleurs au fond, eh bien, ce n'est pas une création de leur esprit ni de leur télescope, c'est parce que, effectivement, les, comment les émissions lumineuses qui nous parviennent de l'objet révèlent la structure de l'objet, révèlent sa composition chimique, révèlent un certain nombre de propriétés physiques qui sont, bien sûr, réfléchies à sa façon par notre œil. Mais nous pouvons, si nous montons à un troisième degré, pourquoi s'interdire de monter au troisième? Et pourquoi ne pas sortir de l'idéalisme naïf, hein? Les profs de philo souvent ne parlent que du réalisme naïf, mais parlons un peu de l'idéalisme naïf. Montons au troisième degré et voyons-nous nous-mêmes en train de regarder l'objet et faisons le départ entre ce qui, dans la perception de l'objet, provient de notre corps et ce qui provient des propriétés chimiques, physiques, etc., astrophysiques de l'objet, quelque part. Donc, au fond, là encore, ça fonctionne, cette formule très dialectique de Jaurès, que je remets un peu à toutes les sauces. Lui, il dit un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, Oui. l'internationalisme en rapproche. Moi, je dirais un peu de réflexivité idéaliste, un peu de réflexivité philosophique éloigne du matérialisme, mais beaucoup rapproche d'un matérialisme réfléchi, et non plus d'un matérialisme naïf, en quelque sorte. Et justement, c'est vrai il faut peut-être faire un sort à un certain criticisme, critique de la critique critique, comme dirait Marx, où la raison n'en finit plus de mesurer ses forces, qui nous vient bien sûr de Kant, mais qui débouche aussi sur un certain agnosticisme, c'est toujours limiter en fait notre capacité à connaître, alors qu'en fait, Mais oui, le réel s'étend, la connaissance du réel ne cesse de s'étendre. En fait. c'est ça. Alors, déjà, il faut quand même se dire que Hegel, c'était quand même un esprit particulièrement puissant, si l'on peut dire, euh, n'est pas quelqu'un qui ignorait Kant. Enfin, c'est quelqu'un un peu extraordinaire quand on voit des personnes, des philosophes, qui nous disent que, bon, en gros, tout ce qui sort du marxisme est pré-critique, sachant que Marx a lui-même pris appui sur Hegel, ce qui C'est signifierait Sartre que qui disait ça dans la critique de la raison dialectique. voilà, exactement. Sartre, par exemple, dans la critique de la raison dialectique, classe, par exemple, la dialectique de la nature marxiste du côté du pré-criticisme, autrement dit, d'une philosophie vieillotte et dépassée. Hein. Criticisme, Donc, ça veut dire qu'ancien, en fait. voilà, Disque qu'ancien. criticisme, c'est parce que Kant, bon, en gros, les trois œuvres majeures de Kant, c'est la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger. Donc, on dit le criticisme. Kant ayant avant tout porté son attention, non pas sur le monde, mais sur les moyens que nous avons de le connaître. Autrement dit, ayant fait la critique de la raison pure. Mais la philosophie de Hegel part précisément d'une critique de la critique kantienne. Elle n'est pas pré-critique, elle est post-critique. Elle se situe donc à un troisième degré. Elle n'est pas au premier degré. Elle n'est pas, ou alors ça serait vouloir dire, mais là j'anticipe un peu sur la suite de nos entretiens, que le troisième degré, la négation de la négation, si l'on peut dire, reconduit platement et simplement au premier degré, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire Hein. au réalisme naïf. Hein. C'est-à-dire au réalisme naïf. Non, bien sûr, à chaque fois, on progresse d'un tour dans cette spirale du savoir, on critique la critique même du savoir. Et l'on se rend compte que pour critiquer le savoir, quelque part, il faut aussi le positionner par rapport au monde. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir que nos moyens même de connaître le monde sont eux-mêmes évolutifs et qu'ils sont eux-mêmes donc en rapport avec une histoire de la pensée, une histoire de notre faculté de comprendre, de juger, etc. Et donc, à partir de là,
on aura une vision critique non seulement du monde, puisqu'il y aura le second degré qui va pas s'évanouir pour autant, mais il y aura aussi le troisième degré qui nous permettra de critiquer la critique elle-même, et c'est pourquoi Marx et Engels, qui ne sont pas pré-critiques du tout, hein, avaient sous-titré leur livre de 1844, la Sainte Famille, critique de la critique critique. Hein. Bien sûr, ils visaient les jeunes hegéliens quand ils disaient cela, mais on voit bien quand même qu'ils étaient parfaitement informés de toutes ces questions et que leur point de Kant n'était pas quelque chose qu'ils ignoraient, mais un point de départ, et même un point de départ déjà dépassé par Hegel, de leur point de vue. D'ailleurs, c'est Marx qui disait si l'essence et l'apparence des choses étaient confondues, toute science serait inutile. Donc, on a bien le refus du réalisme naïf, hein, de toute façon. Bien entendu, oui, bien sûr. Bien sûr, de ce point de vue-là, on peut même dire que le marxisme et même le léninisme, allons-y gaiement, si on veut, hein, sont effectivement extrêmement critiques, même critiques au sens kantien, je dirais presque. Hein, bon, parce que pour monter au troisième étage, il faut quand même passer par le deuxième, ouais. Voilà, si l'on peut dire. Et donc, effectivement, on peut dire qu'ils sont critiques de cette façon-là, puisque pour eux, notamment, la science n'a rien à voir avec l'empirisme naïf. Et notamment lorsque Marx va écrire un livre qui s'appelle L'introduction à la méthode de la science économique en 1857, il va montrer de façon très précise quelles sont les conditions du savoir économique. Il va faire un travail critique au sens kantien du mot. L'analyse donc des catégories de l'entendement à la Kant est tout à fait justifiée. Simplement, peut-être ce qui est la limite de Kant qui est historique, hein, qui est à son époque, c'est de ne pas voir qu'elles sont historiquement déterminées et en même temps qu'elles peuvent évoluer. Et donc on peut élargir notre capacité de connaître. Quoi, c'est ça, ça. Oui, et puis en fait, en gros, si l'on peut dire, Hegel, et donc Marx à sa suite, va considérer que que Kant a manqué de courage quelque part, de courage théorique, si l'on peut dire. Alors bon, évidemment, tout est relatif. Kant a eu le courage qu'il pouvait avoir à une époque donnée, et il faut aller plus loin à une autre époque. Sinon, on fait du tourisme, on n'explore pas le monde, on repasse par les mêmes bornes. Donc, Kant aurait, du point de vue de Hegel, manqué quelque part de courage, parce que le point ultime, le point fort de la critique de la raison pure, c'est le passage dans lequel il est question de ce qu'on appelle les antinomies de la raison pure, c'est-à-dire des contradictions radicales auxquelles se heurte la raison quand elle veut explorer les questions métaphysiques les plus importantes, comme par exemple, le monde a-t-il un commencement ou est-il éternel dans le temps, le monde a-t-il des limites ou est-il infini dans l'espace, des choses comme ça, ou bon, voilà. Et donc, Kant nous montre qu'on peut faire les deux démonstrations contraires. Sur les deux pages, c'est flagrant de sa dialectique transcendantale, des deux thèses opposées, et que bon, c'est indécidable, qu'on ne peut pas décider pour l'une plutôt que pour l'autre, et qu'à partir de là, il y a des limites absolues à la raison, parce qu'on se heurte à des contradictions qu'on ne peut pas résoudre. Et donc, du coup, eh bien, la métaphysique est impossible, l'ontologie, c'est-à-dire l'étude de l'être lui-même, est impossible, et il faut se limiter à la critique de la raison pure. Je résume à rentrer, les kantiens doivent hurler de rage devant leur écran, parce que, évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais il n'empêche que Hegel va réagir en disant, ben, tout simplement, Kant recule devant une évidence qu'il découvre et qu'il ne veut pas voir. Cette évidence, c'est que la raison est dialectique. C'est-à-dire que pour comprendre l'essence même des choses, la raison elle-même doit affronter la contradiction dans l'essence même des choses. Et ça, Kant ne le veut pas voir. Et donc, Kant a trop de, c'est l'expression que je trouve amusante de Hegel, trop de tendresse pour les choses. Donc, il rejette la contradiction sur l'homme, sur la pensée humaine. Et donc, il dit, ben voilà, la dialectique est donc le moyen de critiquer les apparences et les illusions de l'esprit humain, les illusions transcendantales, comme il dit, dont on ne pourra jamais sortir. Eh ben non, Hegel dit la raison reste capable de comprendre le monde, elle est faite pour ça, elle est taillée pour ça, si vous voulez, elle a les épaules, hein, si l'on peut dire, et simplement, donc il lui faut affronter courageusement cette contradiction dans l'essence même des choses. Ça, ça sera la dialectique de l'être, une dialectique ontologique, justement. Oui, parce que pour Kant, il y a ce qu'on peut connaître, c'est le phénomène
et non pas la chose en soi. Donc Hegel va dialectiser en fait le processus de connaissance, en, fait, en montrant que d'une certaine manière, la distinction entre object et Gegenstand, entre objet et chose, en fait, va est comment dire supprimée par le processus dialectique de connaissance. Oui, Qui est un processus asymptotique qui tend vers la connaissance de la chose, mais c'est un processus long et puis enfin, un mouvement lui-même, un mouvement. oui, oui. Alors bon, là, effectivement, on est déjà chez Engels. Alors bon, chez Hegel, ça serait un petit peu plus compliqué puisque son rapport à la philosophie de la nature et à la science reste un rapport foncièrement idéaliste et spéculatif. Donc c'est seulement chez Engels qu'on ira Oui, jusqu'au c'est bout vrai, du. le rapport asymptotique, c'est Engels. Et on peut dire que à chaque époque son courage, et que Hegel aura lui-même manqué de courage pour finir, en accordant à la nature la capacité de se contredire, et donc, quelque part, de progresser, et donc d'avoir une histoire. Donc en déniant l'historicité de la nature. Il n'y a Bref, pas de dialectique de la nature chez Hegel, en fait. Hein. Mais alors, on dire, on est avant Darwin, c'est peut-être ça qui explique cela aussi. Hein. il polémique contre toute théorie de l'évolution, hein, Hegel, contre toute théorie de l'évolution possible, hein, carrément. Donc, dépendamment de la question de Darwin, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas véritablement de dialectique de la nature chez Hegel, c'est quand même assez compliqué, parce que Hegel est assez dialecticien pour se rendre compte que quelque chose qui est privé de dialectique l'est quelque part, de par sa privation même, quelque part. Hein. Et donc, sa philosophie de la nature est en réalité un joyau. Quand on lit la première partie de l'encyclopédie des sciences philosophiques de Hegel, qui est consacrée à ces questions de la philosophie de la nature, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, il y a une réflexion extrêmement intéressante et que devraient lire les cosmologistes sur force de répulsion, force d'attraction, leur unité et comment elles peuvent jouer dans la nature. Bon, mais il ne va pas jusqu'à l'idée que la nature puisse avoir une histoire, tout simplement parce que, au fond, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme aussi dans le domaine des idées. Et que si l'on affirmait la dialecticité, l'historicité de la nature, il faudrait en contrepartie affirmer la naturalité, la matérialité de la pensée et de la société, et donc aller jusqu'au matérialisme historique. En fait, cette prétendue tendresse devant les choses, c'est une prétendue tendresse devant la société, dont on ne veut pas voir les contradictions radicales. C'est ça surtout qui bloque la vue, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le matérialisme, qui lui n'a pas peur de voir en face la lutte des classes, et pour finir, les antagonismes de classe et la manière de les résoudre, non pas, comme le fait Hegel, par un super État qui va concilier les contradictions, l'État, bon, en gros, prussien de son époque, pour faire un peu schématique, eh bien, là, on n'est plus bloqué chez Marx. On dit, ouais, il y a une contradiction radicale dans la société, un antagonisme même, et elle ne se résout que par le renversement d'une classe par une autre, et par la dictature du prolétariat. C'est pas du tout un État qui transcende les luttes de classe, c'est un État qui les mène jusqu'au bout. Donc, toute autre chose. Il y a un lien très direct, en fait, entre les timidités, je dirais, les timidités politiques d'un philosophe et ses timidités ontologiques. Dites-moi ce qu'il craint de regarder au niveau social, voire au niveau psychique, dirait Freud, peut-être, hein, si on voulait aller sur un autre terrain, et je vous dirai ce qu'il redoute de voir au niveau ontologique, ou qu'il croit être le niveau ontologique, plutôt. Parce que déjà, par exemple, chez Kant aussi, il y a une sorte le fait qu'on ne puisse pas comprendre l'origine de la culture, ça fait aussi partie des blocages que met Kant. Donc forcément, cette contradiction sociale et enfin, c'est fait partie aussi des impensés de son époque. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que par rapport à cette tendresse, cette timidité, on pourrait même parler de timidité politique, c'est que Kant est quand même le type de Rousseau, alors que Rousseau, lui, il les voit bien, justement, ces contradictions de classe. Et Kant est lecteur du contrat social. Et comment ça se fait qu'il y ait une dépolitisation du complexe de la problématique de Rousseau? Comment ça se fait? Quelque part, je pense que ça donne une pierre dans ton jardin, au sens que c'est bien une timidité politique, c'est pas simplement un blocage épistémologique. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, Rousseau aperçoit les contradictions de la société, il donne des moyens effectivement de les résoudre, et ces moyens sont en effet révolutionnaires. Bon,
Si l'on peut dire, j'ai l'impression, moi, mais c'est mon interprétation de l'évolution de Kant. Peut-être que les Kantiens ne seraient pas d'accord, les spécialistes de ce philosophe. Mais bon, quelque part, j'ai l'impression qu'un grand progrès chez Kant, qui est le criticisme dans sa pensée personnelle, se paie d'une grande régression sur un autre plan. Parce qu'au départ, avant de devenir le grand philosophe, le monument qu'il est de la philosophie, et donc d'écrire la critique de la raison pure, Kant était avant tout un scientifique. Et on lui doit en particulier une impressionnante théorie du ciel, c'est-à-dire de la formation du système solaire à partir d'une nébuleuse. Dans le premier Kant, dans le Kant qu'on appelle Pardon, précritique. c'est un passage intéressant qui a été coupé. On va recommencer. Donc, tu parles de la théorie du ciel de Kant-Laplace, je pense, hein, ce que j'ai compris. Ouais. D'accord, oui. Je disais donc, effectivement, Kant a fait un progrès colossal du point de vue de la critique, lorsqu'il a écrit la critique de la raison pure, et donc lorsqu'il a montré que la raison pure ne pouvait pas accéder sans contradiction au phénomène, plus exactement, moi je dirais, ne pouvait pas accéder aux phénomènes dans leur contradiction jusqu'à leur essence. Et mais il l'a payé parce que si vous voulez, bon, si on veut toute progression, quelque part, toute action suppose aussi une réaction. Hein. Il y a de la physique dans le domaine, disons, de la pensée elle-même. Et le premier Kant, le Kant dit précritique, est souvent dévalorisé pour ça. Comme certains disent, le premier Marx, celui qui n'était pas encore marxiste, et dévalorise tout ce qu'a pu écrire Marx avant une certaine date. Bon, et ce premier Kant est diablement intéressant. Non seulement parce que sur le plan scientifique, il est l'auteur d'une théorie du ciel, c'est-à-dire de la formation du système solaire, et d'une théorie qui part de Newton, qui part de la théorie de l'attraction et qui, à partir de la supposition d'une nébuleuse primitive, nous explique comment peuvent se former le Soleil et les planètes, donc une histoire du système solaire, qui est aussi liée à ce que va écrire de son côté Laplace, le grand scientifique français du début du 19e. Et d'un autre côté aussi, et surtout, relisez ou lisez, si vous ne l'avez jamais fait, les uns et les autres, qui m'écoutez, l'essai de Kant qui s'appelle Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative. Et Kant, là-dedans, explique de façon extrêmement poussée qu'il existe bel et bien du négatif dans la nature. Donc là, et même il y a l'anticipation de l'idée même d'inconscient, si on regarde bien. Là-dedans, s'il y a du conscient, il peut y avoir de l'inconscient, il y a des forces d'attraction et de répulsion dans la nature même. Seulement, le pas qu'il ne fait pas, qu'il ne peut pas faire de par sa formation, je crois aussi, c'est pas seulement là pour des raisons politiques, c'est qu'il n'accorde pas à ces forces d'opposition qu'il découvre dans la nature, le positif et le négatif, comme il le voit en mathématiques, hein, où il y a effectivement dans les repères orthonormés une partie positive et une partie négative des axes d'ordonnée et d'abscisse, eh bien, il ne leur accorde pas le statut logique. Pour lui, ce sont des oppositions mécaniques, des oppositions physiques. La logique glisse sur elle sans avoir de prise, en quelque sorte. Et justement, le coup de génie de Hegel, ça sera précisément de bousculer cette timidité initiale qui fait que, n'ayant pas été affronté, Kant aura dû se décaler vers une critique de la raison pure qui aboutit à la dialectique transcendantale et bloque quelque part la possibilité de la raison de connaître l'essence, de connaître la nature même des choses. Donc, du même coup, Hegel lui va montrer qu'au contraire, ces oppositions dans la nature que l'on découvre à tout instant sont effectivement des oppositions logiques, autrement dit des contradictions. Et donc va donner une signification logique au sens large du terme. Le grand livre de Kant, c'est la science de la logique, hein, à ces forces d'opposition, en quelque sorte. Donc on n'est plus dans l'opposition, si l'on peut dire, entre deux formes d'opposition, les oppositions logiques qui ne caractériseraient que l'esprit, que l'histoire, que la société, et les oppositions qui ne caractériseraient que la nature. Il faut au contraire, justement, dialectiser ces oppositions et montrer qu'en réalité, eh bien, elles se renvoient les unes aux autres et que les contradictions de la société
sortent quelque part des contradictions de la nature. Et donc, du même coup, situer la société dans le développement général de la nature. Et à notre époque, on en a diablement besoin aussi pour des raisons, bon, évidemment, politiques, environnementales, et ainsi de suite. Oui, tout à fait, parce que au moment en citant Engels, tu parles de trois dialectiques, une dialectique de la nature, une dialectique de l'histoire, une dialectique du processus de connaissance. Les trois sont imbriqués en fait, hein, mais souvent ça fait polémique au sein même d'un certain marxisme ou même d'un certain progressisme, puisque pour reciter encore Sartre dans Critique de la raison dialectique, pour lui les contradictions sont des catégories logiques qui viennent du sujet et non pas de la nature en fait. Donc Oui, on trouve ce oui, kantisme en fait, y compris jusque chez des progressistes, hein, des militants communistes contemporains. Donc, mais effectivement, donc tu montres bien que donc cette interconnexion de ces différents processus dialectiques, dialectique de la nature, dialectique de l'histoire, dialectique du processus de connaissance, et donc tu en viens à caractériser donc tu abordes cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui paraît polémique aujourd'hui, qui est celle du reflet, la catégorie du reflet. Elle fait pousser des cris d'orfraie, en fait, parce qu'elle serait léniniste. Des cris d'orfraie, je dirais presque. Des cris d'orfraie aussi, ouais, exactement. Et effectivement, parce que le reflet serait forcément mécaniste. Enfin, après, c'était pas prévu dans le programme. Mais lui-même, comme dire, ce reflet s'inscrit bien sûr dans la dialectique historique, dans la dialectique de la nature, puisqu'il faut bien avoir produit un sujet connaissant, il faut bien que la nature ait produit un sujet connaissant pour y Et coller. oui, et oui. Voilà. Eh ben oui, justement, donc on peut dire ici que si l'on examine ce fameux rapport entre le sujet et l'objet, que Hegel définit comme la conscience, ce qui est d'ailleurs très intéressant, hein, puisque du coup la conscience n'est plus limitée au sujet lui-même, ce n'est plus le simple je pense donc je suis en moi-même, en quelque sorte, en vase clos, mais toujours, bon, déjà dans ce qu'on appellera plus tard avec Husserl, donc notre philosophe allemand, l'intentionnalité. Toute conscience est conscience de quelque chose. Bon, donc il y a toujours un rapport entre le sujet et l'objet. Et quand bien même la conscience ne se penserait qu'elle-même, elle serait toujours en train de penser elle-même ce qu'elle a pensé auparavant. Donc en quelque chose. Il y a toujours un objet, on ne peut pas éliminer l'objet, il est inéliminable de la conscience, en quelque sorte. Bon, donc ça c'est déjà très dynamique, quelque part, hein, cette vision de la conscience que Hegel va introduire. C'est pas pour rien d'ailleurs, le mot phénoménologie, qui est le titre d'un de ses livres, sera repris par les phénoménologues du XXe siècle. Mais cela Et étant... une petite parenthèse, tu montres aussi que c'est intéressant qu'il y a une critique marxiste de l'intérieur de la phénoménologie avec Tao et Leontiev. C'est-à-dire Oui, qu'effectivement, il était très idéaliste chez Husserl, mais c'est intéressant d'investir ce champ-là, parce que justement, on peut là aussi remettre sur ses pieds. mais voilà. Bien sûr, c'est toujours du troisième degré le marxisme, hein. C'est-à-dire que on part des choses les plus intelligentes, les plus intéressantes, écrites par les philosophes, et souvent par les philosophes idéalistes, comme dans notre société. L'idéalisme est massivement promu, comme c'est lui qui est appuyé par toutes les forces sociales, en quelque sorte dominantes. Il n'est pas surprenant que les conceptions souvent les plus novatrices soient apparues sur son terrain. Mais c'est toujours pareil, il faut aller les chercher. Comme dit Lénine, lui c'est dans le domaine politique, mais on peut l'appliquer à la lutte dans la théorie elle-même, qui veut vaincre l'ennemi doit aller sur le terrain de l'ennemi. Sinon, eh bien, on ne peut que se défendre. Et si on se défend constamment, c'est comme dans un match de foot ou de rugby, on perd, hein. Donc il faut aller. Il Oui. y a toujours des contradictions entre idéalisme et par lesquelles ça donne une brèche par laquelle le matérialisme peut passer. C'est comme les contradictions Voilà, exactement. de la bourgeoisie C'est ça, il qui faut reflètent le point de rupture, il y a toujours une faille dans l'armure quelque part, hein. Bon, et donc effectivement, on a dans cette idée que le reflet, que la conscience est reflet, autrement dit, en gros que la conscience est un lien, est toujours en lien avec la chose, avec l'objet. On a une distanciation critique qui est prise avec le réalisme naïf. Très bien, mais il faut bien avoir en tête que ce reflet lui-même doit aussi se concevoir en fonction de l'objet qu'il pense. C'est-à-dire que, euh, on l'a vu tout à l'heure à propos de l'exemple des saveurs, des odeurs et ainsi de suite, les propriétés de l'objet influent sur le contenu du reflet, hein. Et ce reflet lui-même, dont on dit platement qu'il est mécanique,
C'est parce que tout simplement, on ne réfléchit pas au mot mécanique lui-même. C'est passionnant la mécanique, même si c'était vrai. À supposer que le reflet ne fût que mécanique. Mhm. Par exemple, quelqu'un qui se regarde dans une glace, mais le processus de reflet au sens plat du terme, au sens propre du mot, si vous voulez, est quand même extrêmement curieux, hein, et tout à fait, il est porteur d'infini lui-même, quelque part. Hein. Il suffit de s'imaginer justement, un peu comme dans la phrase de Paul Valéry que je citais tout à l'heure, dans la Jeune Parc, je me voyais me voir, hein, quelque part, ça ouvre sur l'infini, tout de suite. Alors effectivement, nous sommes devant cette relation de reflet, et nous devons constater la chose suivante. Si, euh, si l'idéalisme consiste à dire que dans la relation entre le sujet et l'objet, le terme absolu, celui qui existe par lui-même, c'est l'esprit, c'est le sujet, c'est bon, l'origine sujet de la conscience, si l'on peut dire, pour parler comme ça, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, on va concevoir la conscience elle-même, c'est-à-dire le rapport entre le sujet et l'objet, on va la concevoir de manière spirituelle, comme étant de nature spirituelle. Et à ce moment-là, bien sûr, on sera idéaliste, par exemple, à la façon dont était Berkeley, hein, un philosophe du XVIIIe siècle, un philosophe théologien en même temps, donc anglican, qui nous disait que être, c'est percevoir ou être perçu. Autrement dit, qu'il y a bien toujours un rapport entre le sujet et l'objet, mais que ce rapport entre le sujet et l'objet est contenu dans le sujet, si l'on peut dire. Soit qu'il soit contenu dans la pensée de Dieu formant le monde en le percevant, soit qu'il soit contenu dans la pensée de nous-mêmes qui voyons les objets passer, les choses se dérouler sous nos yeux, mais qui ne les faisons exister qu'en les percevant, qu'en les pensant. Bon, ben justement, à ce moment-là, nous sommes dans une conception idéaliste des choses qui revient à poser donc le terme sujet comme l'absolu dans la relation sujet-objet, l'objet étant lui-même purement relatif, puisqu'il n'existe que par le sujet. Est absolu ce qui existe par soi, et relatif ce qui existe par l'autre, par autre chose. Bon, mais si on est matérialiste, là je m'adresse aux philosophes marxistes, je m'adresse aux matérialistes d'une façon générale, force est bien d'inverser la perspective. Dans le rapport entre le sujet et l'objet, à ce moment-là, ce qui est premier, ou alors on n'est pas matérialiste, c'est l'objet. Et donc, du même coup, c'est la matière. Mais alors, on va me dire, oui, mais la matière n'apparaît que comme ce qui est vu par un sujet. Non, c'est au contraire le sujet qui sera défini dans sa relation même à la matière par ce rapport à la matière. Et donc, le rapport du sujet à la matière, si la matière est première, par exemple, imaginons quelqu'un qui regarde une planche avant de savoir à quel endroit il doit la scier, s'il est menuisier, par exemple. Eh bien, donc, à ce moment-là, ce rapport lui-même, il est empreint du fait que la planche, elle doit avoir un certain nombre de propriétés qu'on n'utilisera pas forcément exactement si on était ébéniste les mêmes outils pour scier un bois dur que pour scier un bois tendre, ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, va apparaître tout le contenu pratique de la conscience. Le rapport entre le sujet et l'objet sera de nature pratique. Et si on y réfléchit bien, je m'adresse à ceux qui nous disent que la philosophie marxiste est une philosophie de la praxis, je ne dis pas autre chose qu'eux. Je dis simplement qu'elle est une philosophie de la praxis, mais que pour l'être vraiment, et pour que le mot praxis ne cache pas en réalité un retour subreptice à l'idéalisme, c'est-à-dire à l'idée qu'au fond l'homme est une sorte de démiurge qui produit le monde par sa pensée ou par son travail, etc. Bon, il ne produit pas le monde, il ne produit que les transformations du monde que lui permet son travail à partir d'un monde préexistant. Et donc à partir de là, il lui faut bien se faire comme un pied se fait, comme une chaussure se fait au pied, si l'on peut dire. Voilà. Hein, et donc, Francis Bacon disait on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Donc, voilà. à la nature ou à l'histoire, en fait, finalement. Hein. Mais absolument, et même à la pensée. Et même à la pensée au second degré, c'est ce que nous montre Freud, c'est ce que nous montrent les psychologues qui ont un peu travaillé le sujet. La pensée elle a ses propres dynamiques et même ses propres inerties. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas non plus les dominer. Mais elles sont premières. La transformation du monde ne peut exister que si on prend au sérieux le monde. Donc, en réalité, le rapport entre le sujet et l'objet, si c'est un rapport pratique, et c'est nécessairement un rapport pratique si l'on est matérialiste, suppose le primat du monde et suppose que le monde lui-même soit transformable, soit praticable et soit connaissable.
Et donc, tout cela est donné en quelque sorte en paquet. Par conséquent, la notion de reflet renvoie elle-même au primat du réel. Bon, alors c'est ça surtout en réalité qui fait hurler les idéalistes invétérés, parce que bien sûr, ça signifie que bon, ben, l'esprit ne prend pas la pause, ne prend pas la pause du grand maître des choses, quoi. Et mais là, tant pis là, parce qu'effectivement derrière cette pose, derrière cette posture, il y a des choses que la philosophie depuis le début combat, notamment le créationnisme, notamment le néomagisme ou le magisme tout court, c'est-à-dire l'idée que en pensant Dieu crée le monde, Dieu crée, Dieu dit que la nature, que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est la pensée qui précède les choses. On voit bien que dans cette conception biblique, créationniste en fait de la réalité, le monde est contenu dans l'absolu divin. Dieu, c'est l'absolu avec un grand A à ce moment-là. Bon, eh bien, à partir du moment où l'on pose les choses dans le rapport inverse, et où le monde apparaît d'abord, et où c'est l'esprit qui ensuite le connaît, il est nécessaire que le monde se soit développé lui-même d'une façon telle qu'un jour il permette ce reflet. Et à partir de là, il faut bien que le monde ait eu une histoire, et que l'histoire de notre propre esprit, c'est-à-dire notre capacité à connaître le monde, s'enchasse, comment dire, s'emboîte, si l'on peut dire. Le mot n'est pas terrible parce qu'il est purement spatial, mais enfin, se coule, si l'on peut dire, dans la fluidité du développement du monde lui-même. Donc, en fait, la dialectique de la nature va, en quelque sorte, surgir non pas comme l'autre du reflet, comme quelque chose qui serait une sorte de résidu mort, etc., du reflet, mais tout au contraire, si l'on veut penser le reflet, le rapport actif, dynamique entre le sujet et l'objet, il nous faut nécessairement, quelque part, une nature qui se produise elle-même jusqu'à être capable de produire quelqu'un qui la pense d'une manière ou d'une autre. Sinon, sinon, comment, c'est ça l'échec fondamental de l'idéalisme, sinon comment l'esprit pourrait-il connaître le monde s'il ne venait pas du monde, s'il n'en sortait pas? C'est un peu pareil que, si vous voulez, comment les poumons pourraient-ils respirer l'oxygène si les poumons eux-mêmes, c'est-à-dire les fonctions respiratoires des êtres vivants, n'avaient pas des êtres vivants comme nous, enfin, vertébrés, mammifères, etc., n'avaient pas été produits par une évolution qui les avait, au fil des millénaires et des millions d'années, adaptés à cette fonction. On sait bien que l'oxygène a précédé les poumons, on sait pas, ou alors on met le monde à l'envers. On le fait naïvement, comme le disait Spinoza dans l'appendice au livre 1 de l'éthique. On fait comme si, au fond, eh bien voilà, l'homme étant ce qu'il est, Dieu avait créé gentiment le monde pour qu'il y ait de l'oxygène, de façon à ce qu'on puisse le respirer. Ben non, c'est le contraire. C'est parce qu'il y a de l'oxygène libre que se sont développées certaines fonctions qui peuvent aujourd'hui nous servir. Partons donc du fait que dans la relation du sujet à l'objet, si l'on est matérialiste, je pose toujours ce présupposé, si l'on est matérialiste, nécessairement l'absolu, c'est la matière. L'esprit n'est donc que le relatif. La relation entre le sujet et l'objet est donc de nature non pas purement spirituelle, mais d'abord pratique. Elle a un aspect spirituel, une dimension spirituelle, mais enchâssée dans un rapport pratique au monde. Et c'est justement si nous voulons comprendre cette praxis, ce rapport pratique jusqu'au bout, qu'il nous faut partir des propriétés évolutives de l'objet lui-même. Ça me paraît, bon, peut-être que je l'explique un peu de façon compliquée, mais si on y réfléchit 2 minutes, je vois pas comment on peut parer ce type de raisonnement. Je dirais peut-être compliqué, mais en tout cas scandaleux, puisque tu vas jusqu'à parler même d'ontologie. Donc, Oui, et comme effectivement l'ontologie, il y a eu une ontologie scolastique, en fait, on décrivait les propriétés de l'être indépendamment justement du christicisme, qui n'était pas encore apparu. Le mot ontologie a mauvaise presse, en fait, puisque d'une certaine manière, on peut me dire oui, Hegel avait ruiné la vie ontologie, mais autrement, si l'objet est premier, sur la connaissance, il y a légitimité à parler d'ontologie. Alors, il faudra aussi peut-être distinguer cette ontologie matérialiste, diamatérialiste, de l'ontologie, par exemple, heideggerienne, parce que c'est toujours pareil, si on n'investit pas ce champ-là, donc, le fond à votre place, c'est un peu comme on avait parlé dans le premier, pour faire un rappel par rapport au premier numéro,
ces scientifiques qui désertent le champ philosophique et donc qui laissent la porte ouverte justement à tous les créationnismes et beaucoup de philosophies idéalistes. Là, c'est pareil dans cette ontologie. Si on ne fait pas d'ontologie matérialiste, on laisse le terrain à des ontologues heideggeriens. C'est ça. Peut-être un petit peu. C'est ça, oui. C'est ça, il n'y a pas le choix, en fait, en réalité. Il faut bien comprendre que de toute façon, toute philosophie, toute grande philosophie, y compris les philosophies les plus critiques, les plus agnostiques, même celles qui nous disent que, bon, justement, on ne peut pas comprendre l'être, eh bien, secrètement, elles comportent une ontologie, même si elles ne s'en rendent pas compte. Je ferai ici référence, pour me faire comprendre de façon intuitive, disons, à ce qui est dit dans les dernières pages du Nom de la Rose, le roman de Umberto Eco. Alors, en réalité, ce roman tourne autour de la personnalité de Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, qui était un grand philosophe nominaliste du Moyen-Âge. Et donc, Guillaume d'Occam, si vous voulez, ne disait pas, faisait partie de ces gens qui disaient que les êtres de raison, c'est-à-dire les concepts, les grands concepts universaux, le beau, le bien, etc., n'étaient que des noms, et non pas, ne renvoyaient pas à des propriétés ontologiques des choses. Et donc, en gros, la dernière partie de ce roman nous indique que le jeune moine qui a couché avec une fille une seule fois dans sa vie, effectivement, et qui en a gardé un souvenir ébloui, n'a jamais su le nom de la rose. N'a jamais su le nom de la rose, il n'a jamais su avec qui il avait couché, en quelque sorte, pour simplifier au maximum. Mais évidemment, c'est une allégorie. C'est une allégorie qui veut dire que, bon, voilà, les noms et les choses sont définitivement découplés, et que donc, nous ne pouvons pas nommer, ni comprendre, ni connaître réellement le réel, que le réel est foncièrement mystérieux. Eh bien, dire que le réel est foncièrement mystérieux, c'est une ontologie. C'est une ontologie négative. Mais c'est au double sens du terme, au sens qu'elle ne sait pas qu'elle est une ontologie, et au sens qu'elle est une ontologie indirecte, puisqu'on ne sait pas ce qu'est le monde, mais on sait ce qu'il n'est pas, il n'est pas connaissable, il n'est pas rationnel. Heidegger adorait Angélique Silesius, dont un des apophthegmes les plus célèbres, c'est La rose et son pourquoi. Voilà. Et tu as même trouvé un poème de Guy Vic, qui est très, le poète très marxisant, hein, Guy Vic, qui disait au contraire, voilà, la rose, elle m'interroge tout le temps. Oui, elle me parle. Elle me parle, ouais. Elle me parle, même le rocher, il y a un langage. Enfin, bon, évidemment, il ne s'agit pas d'être animiste, il ne s'agit pas de retourner au premier degré. Guy Vic se situe bien au troisième degré, évidemment, sinon il ne ferait pas de poésie sur ces sujets-là. Ça suppose un rapport distancié aux choses, la poésie, bon, enfin bref. Donc, en réalité, il y a toujours une ontologie. Alors, la seule question est de savoir si c'est une ontologie rationnelle, une ontologie fondée sur une approche critique, en effet, des catégories logiques, et donc à partir de là, sur une dialectique, ou bien si c'est une ontologie sommaire et brutale. Et à ce moment-là, eh si on fuit le domaine ontologique au niveau proprement philosophique et rationnel, ça veut dire du même coup que l'on prive la science de toute portée ontologique, puisque, bon, au fond, c'est la raison ne peut que rater le monde, en quelque sorte. Or, quelles sont les deux grandes disciplines conceptuelles qui visent le monde de façon ontologique, ou qui sont censées le faire? C'est la philosophie et la science. Si on dit qu'il n'y a pas d'ontologie rationnelle, que la raison pure, ou la raison même tout court, puisque chez Kant, la raison mélangée, si l'on peut dire, à l'expérience, peut effectivement atteindre le monde, mais seulement sa partie phénoménale. Donc ça revient à dire qu'on ne peut pas atteindre le monde lui-même. Alors, si on dit cela, pour finir, eh bien, on dénie à la science sa portée ontologique. Et moi, ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est pas simplement effectivement de se battre sur les concepts philosophiques, ni même sur l'histoire de la philosophie, ni sur la philologie du marxisme, pour savoir si Kant a bien, si Engels a bien dit ceci ou a bien dit cela, ou si bon, tel passage a été correctement traduit ou pas, tout ça est important. Mais ce qui nous importe, en tant que marxiste, comme ça a importé à Marx et à Engels, c'est pas de savoir ce qu'a dit tel ou tel, c'est de savoir ce qui est. C'est de savoir ce que sont les choses, ce que devient le réel, et ce qu'on peut en faire. Sinon, ça ne vaudrait pas une heure de peine, comme disait déjà Descartes, quelque part. Hein. Et donc, à partir de là, regardons bien tout cela et rendons-nous compte que la science actuelle dégouline d'ontologie et d'ontologie critique, au troisième, au quatrième, au cinquième degré même, allons-y gaiement, que c'est maintenant dans le domaine effectivement des censures
que le mot ontologie réapparaît, que par exemple, il y a des philosophes et des scientifiques durs, des plus grandes universités, d'Oxford par exemple, si vous voulez, mathématiciens, physiciens, etc., qui remettent en cause radicalement l'interprétation de la mécanique quantique qui a été donnée par Bohr, Niels Bohr, qu'on appelle l'interprétation orthodoxe. Copenhague, voilà, l'école de Copenhague, effectivement, Bohr était danois, et donc, effectivement, selon laquelle, petit a le réel, enfin, je résume, je caricature un petit peu, là, nous ne sommes plus dans le quantisme, mais dans le quantisme. Donc, bon, premièrement, le réel n'existe pas, et deuxièmement, s'il existe, on ne peut pas le connaître. Et si on peut le connaître, on ne peut pas en parler, puisque finalement, le fin mot de la dialectique, de l'interprétation orthodoxe, c'est cette formule hautement paradoxale qui nous dit, si vous croyez connaître, si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est justement que vous ne la comprenez pas. Donc, pour finir, si vous voulez, on est devant un paradoxe qui renvoie au traité du non-être de l'Antiquité de Gorgias, traité du non-être paradoxal, qui était amusant, bien sûr, parce que les sophistes étaient aussi de grands plaisantins. Et donc, dans ce traité du non-être, chapitre 1, Gorgias affirmait que l'être n'existe pas. Chapitre 2, que de toute façon, s'il existe, on ne peut pas le connaître, et que si on peut le connaître, on ne peut pas en parler. Mais tout ça est évidemment des amusettes, parce que qu'est-ce qu'on vient de faire sinon d'en parler, précisément, à l'instant même. Et même si le monde était inconnaissable, comment pourrait-il être s'il n'existait pas, et ainsi de suite. Donc on a ici des scientifiques à l'heure actuelle qui mettent les pieds dans le plat, je dirais, d'une certaine façon, et qui disent non, ben nous ne voulons pas faire de la science pour avoir pour unique dernier mot que la science ne connaît pas le monde, qu'elle ne peut pas le connaître, qu'elle ne peut pas le connaître. C'est beaucoup plus radical encore que lorsque Kant disait qu'on ne pouvait pas connaître l'origine du vivant ou l'origine de la culture. Là, c'est carrément, bon, peut-être que le réel n'existe pas, et deuxièmement que ce que nous en disons est complètement nébuleux. À ce moment-là, si vous voulez, bah, la science se tire une balle dans la tête, pas dans le pied, comme on dit vulgairement, mais véritablement dans la tête. Bon, évidemment, on peut concevoir aujourd'hui, et certains scientifiques s'y appliquent, qu'il y ait une véritable ontologie physique qui puisse se reconstituer. Je prenais l'exemple dans notre premier entretien, je crois, de ce grand récit qu'on nous dit complètement périmé sur l'histoire de la nature, et que reconstitue pourtant sous nos yeux la cosmologie, la cosmogonie, hein, où on voit, disons, les différentes strates de l'être et donc les différentes sciences qui y correspondent, s'enclencher les unes sur les autres. Et ce n'est pas retourner à la vieille ontologie précritique, métaphysique et ainsi de suite, puisque ce rapport moderne de la philosophie à cette ontologie de la nature, en quelque sorte, se fait toujours à travers les sciences, précisément. C'est toute la différence qu'il y a. Quand je défends le positionnement qui est le mien, c'est-à-dire l'idée d'une ontologie diamatérialiste, je suis beaucoup plus critique, en réalité, que ceux qui disent non, pas d'ontologie du tout, ça c'est pré-critique. Parce que si on dit ça, on le dit, d'accord, très bien, mais l'ontologie n'en continue pas moins de prospérer et d'exister. Simplement, elle passe par les conceptions néo-magiques, par les conceptions religieuses, par le retour en force des religions, et aussi par l'ontologie, par exemple, quelque part anti-scientifique, anti-technique, etc., qui est née de Heidegger. Bon, si on veut véritablement aller sur le terrain de l'ennemi et le combattre réellement, et Heidegger, il fallait effectivement, pour bien d'autres raisons aussi, le combattre, hein, vous savez, son positionnement pendant la montée du nazisme, eh bien, il faut véritablement aller sur ce terrain. Et moi, j'y vais par l'intermédiaire des sciences, et non pas en disant mettons les sciences au placard, remettons en place la vieille philosophie de la nature qui parlait au nom des sciences et à côté des sciences, mais au contraire, faisons de l'ontologie à partir des sciences. Donc, bon, là, il y a cet intermédiaire, il y a ce second degré entre le réel et moi, qui est justement la pratique scientifique. On ne parle plus, je ne me permettrai pas de dire aujourd'hui ce qu'est un atome sans passer par la physique atomique, ni ce qu'est un noyau sans passer par la physique nucléaire, ni ce qu'est une molécule sans passer par la chimie, etc. Enfin bon, donc à partir de là, un peu
un peu d'esprit critique éloigne de l'ontologie, beaucoup d'esprit critique en rapproche, à condition, bien sûr, de ne pas manquer la seconde marche, c'est-à-dire la marche proprement scientifique. Et donc, surtout, de bien révéler. C'est ça, juste un mot simplement encore, c'est que, au fond, le projet culturel que je voudrais défendre, en termes gramsciens, hein, culturel au sens de conception de l'hégémonie qui permet aux classes sociales de s'imposer, les classes sociales populaires de s'imposer contre les classes sociales dominantes, c'est l'alliance entre la philosophie marxiste et les sciences. Parce que s'il n'y a pas d'alliance entre ces deux domaines-là, il n'y a aucune chance pour que, à nouveau, les lumières se rallument, pour que les lucioles dont parlait Pasolini se rallument. Elles ne se rallumeront pas. Si la philosophie marxiste et à travers elle, les intérêts qu'elle représente de façon large, c'est-à-dire ceux du prolétariat des couches dominées pour une société sans classe, hein, si cette philosophie-là n'arrive pas à tendre la main au domaine scientifique, comment la philosophie marxiste par elle-même aurait-elle le poids, la force, alors qu'elle est archi-dominée sur tous les terrains, de marquer des points? Or, les points, ils sont marqués, si vous voulez, indépendamment des philosophes marxistes, tous les jours. Quand on lit des revues scientifiques sur des problèmes tant soit peu fondamentaux, hein, lorsqu'il s'agit effectivement donc de questions qui portent sur l'univers, sur l'espace, sur le temps, sur des choses comme ça, ou sur le vivant, et ainsi de suite, on s'aperçoit à tous les pas qu'il y a de l'ontologie diamatérialiste. Pourquoi refuser ce qui nous est offert sur un plateau, littéralement? Il faut aller le prendre, au moins ne pas le refuser. Et à partir de là, effectivement, on a un socle sur lequel on peut reconstruire une conception du monde rationnel, un rationalisme de notre temps, un rationalisme critique, s'appuyant sur le dernier cri, le dernier mouvement, en quelque sorte, du développement scientifique. Les sciences reconstituent aujourd'hui ce tableau. Elles jettent des ponts entre elles. On n'est plus du tout à l'époque positiviste d'Auguste Comte où les sciences étaient compartimentées, séparées les unes des autres, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aujourd'hui, et le philosophe d'ailleurs peut aider de ce côté-là les scientifiques à y voir clair, puisque bon, les scientifiques eux-mêmes, on leur dit, on leur enseigne cette espèce de philosophie spontanée que la science ne doit pas s'occuper de questions philosophiques, de questions métaphysiques, etc. Et surtout ne pas mettre le nez dans les questions politiques. Bon, résultat, c'est que finalement, les scientifiques sont cantonnés dans un rôle mineur au sein de la société, alors qu'ils devraient être quelque part avec les classes populaires combatives à l'avant-garde du mouvement social. Donc là, ils sont cantonnés dans un rôle, comment dirais-je, de fournisseur de techniques pour la course aux armements capitalistes, impérialistes, ou pour des percées sur le marché. Et puis finalement, les mathématiciens font de plus en plus de mathématiques financières ou des choses comme ça. Voilà, moi au contraire, à travers la conception que je défends l'idée que les sciences ont un rôle fondamental à tous les sens du mot, et que c'est la science fondamentale, les aspects fondamentaux des sciences qui intéressent le plus, finalement, le progrès général de la civilisation, des Lumières. Et justement, pour en revenir à ta classification premier stade, deuxième stade, troisième stage, qui est assez parlante pédagogiquement, je pense que beaucoup de scientifiques partent du principe, et ils ont raison, qu'il faut évacuer une philosophie scolastique qui verrait une sorte d'animisme dans la nature. Évidemment, la révolution scientifique se fait par une mathématisation du réel, fusion entre géométrie et algèbre, par exemple, dans le mécanisme. Il fallait évacuer cette ontologie métaphysique, justement. Donc peut-être c'est ça qu'ils ont en tête. Justement, l'idéalisme se base toujours sur, c'est le deuxième stade qui se moque du premier stade, alors qu'en fait il faut aller jusqu'au troisième stade qui est de dépasser cette critique en fait. Voilà, critique de la critique. Ça, ouais. Oui, bien sûr. Une attaque forte contre le matérialisme dialectique a été portée dans les années 70 par le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, dans lequel il accusait le matérialisme dialectique. Donc, en gros, pour faire vite, la philosophie marxiste et spécialement la dialectique de la nature d'Engels, d'animisme, avec l'idée que donc la matière était animée d'une sorte de souffle qui la conduisait vers des formes supérieures d'existence, et ainsi de suite. Alors, évidemment, si l'on commence par caricaturer l'adversaire, on a ensuite une victoire assez facile, mais en l'occurrence, c'est pas du tout ce que dit Engels, évidemment. Engels
constate, c'est pas tout à fait la même chose, constate que il existe des contradictions dans la nature, qu'elle se dépasse comme elle se dépasse, et bon, que les différents seuils qualitatifs qu'elle franchit, les sauts qualitatifs qu'elle franchit, peuvent dessiner effectivement quelque chose de relativement continu, si l'on peut dire. Continu avec des étapes, des escaliers, en quelque sorte des marches, qu'on appelle justement les sauts ou les bonds qualitatifs. Bon, très bien. Maintenant, c'est pas du tout la conception hegelienne selon laquelle, effectivement, ce qui est au commencement est déjà présent, enfin, donne déjà la fin dès le commencement, si on peut dire, conception finaliste, selon laquelle la fin Et tire, en téléologique. quelque sorte, téléologique, comme chez Aristote, où, donc, en gros, Dieu, qui est déjà présent de toute éternité, tire vers lui, en quelque sorte, en permanence, la nature, qui ne fait que déployer ce que les Américains appellent un dessin intelligent. Bon, non, bien sûr que bon, Engels est complètement critique à l'égard de cela. C'est aussi comme ça qu'effectivement les marxistes se sont positionnés par rapport à Darwin. Hein. Darwin n'est pas du tout finaliste. Bon, il se trouve que pardon, l'évolution des espèces, et ça, c'est un constat. C'est pas une position philosophique particulière. L'évolution des espèces sur Terre depuis quelques milliards d'années aboutit entre autres, je dis bien, dans l'un des segments de son développement buissonnant, à un être humain qui est capable de penser l'évolution elle-même. Ben, ça, c'est un fait. C'est un fait, c'est pas parce que, évidemment que l'amibe, quand elle a commencé, je caricature un peu, quand l'amibe commence à évoluer, il n'y a pas déjà en elle le projet d'un être humain qui comprendrait un jour l'amibe. Bien sûr que non. Ça, c'est le finalisme, c'est la téléologie. Mais il y a bel et bien un développement, une détermination, une raison qui peut exister, dont on peut suivre le cours, et dont ensuite, l'ayant décelé en quelque sorte, on puisse se servir aussi pour comprendre où en est l'être humain dans le développement de son propre devenir, et donc comment il peut lui-même aussi être autre chose que le jouet de ce devenir, comment il peut en devenir véritablement le sujet et le maître. Mais en devenir, il n'est pas ce qu'il est dès le début, il le devient par sa pratique, par ses transformations, par ses révolutions, etc. Donc tout ça nous donne simplement la possibilité d'un levier. Il paraît que Archimède déclarait que Solomon, puisqu'il était le théoricien du levier. Bon, eh bien, donnez-moi un point d'appui dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'évolution, et je transformerai le monde. C'est pas moi, c'est évidemment l'humanité en tant que porteuse d'une aspiration toute simple au mieux-être et au bonheur. Hein. Donc à partir de là, disons que on peut retrouver dans la nature des éléments qui nous permettent de ne pas penser qu'elle est totalement vouée à l'absurde, à l'échec, au désastre, etc., etc. Si on ne dit pas ce que je dis en ce moment, par exemple que dans la nature, il existe à la fois deux processus. L'un qui est ce qu'on appelle le processus anthropique, qui conduit au désordre, au chaos, à l'augmentation de ce qu'on appelle donc l'entropie, qui est mesurable donc, en physique. Ça existe bien évidemment, personne ne le nie. Mais que, parallèlement à cela, et ce n'est pas moi qui le dis, je le trouve chez les scientifiques comme Prigogine, par exemple, hein, ou sous une forme un petit peu plus, comment dire, littéraire, chez Hubert Reeves, par exemple, on s'aperçoit bien que la nature est aussi capable de produire du complexe, et de plus en plus complexe, avec la capacité, dans ces complexités de plus en plus étendues, bon, des noyaux aux atomes, des atomes aux molécules, des molécules aux macromolécules et aux êtres vivants, puis des vivants aux pensants comme nous, etc. Hein. Bon, c'est bien des complexités de plus en plus grandes qui se manifestent, et ça c'est un fait objectif. Il est évident que la molécule comporte plus de complexité que les atomes qui la composent. Bon, je ne dis pas que les atomes ne sont pas complexes, mais ils ont un niveau de complexité qui est le leur, et la molécule va au-delà. Bon, ben, si petit à petit ces niveaux de complexité plus grands apparaissent, avec la capacité de traiter à eux-mêmes, c'est ça aussi la complexité, des éléments du monde extérieur qui jusqu'alors auraient été totalement, comment dire, hors de portée, inaccessibles, qui s'imposaient à eux. Bon, le vivant traite son environnement. Il ne se contente pas d'être dedans,
il le traite. Hein, il le traite à l'intérieur de lui-même, par son métabolisme. Et ainsi de suite, il y a nous, par l'intermédiaire de notre pensée, nous traitons peut, c'est possible. Je ne dis pas que c'est une sorte de, comment dirais-je, de sens de la nature ou d'histoire qui se dessine comme ça, comme un parapluie qu'on si on peut dire, hein, mais peut exister effectivement un fil conducteur que l'on puisse saisir et qui puisse effectivement donc nous conduire à plus de liberté. Et à ce moment-là, effectivement, ce sens de notre activité, ce sens de notre vie courante, je ne l'invente pas. C'est toute l'histoire de l'être humain qui essaye de maîtriser son environnement, qui au début en est complètement, comment dirais-je, victime quelque part. Hein. Bon, il n'y a qu'à voir les religions de la nature dès le départ. C'est l'effet, tout simplement, c'est l'effet réfléchi dans le cerveau humain de ce côté écrasant des forces naturelles sur l'homme. On va totémiser, on va diviniser justement toutes sortes d'objets, et c'est là qu'il est l'animisme, il ne faut pas le chercher là où il n'est pas. Parce que justement, on est faible, parce qu'on n'a pas de moyens de contrôler, de comprendre ce qui se passe. Puis petit à petit, on maîtrise pratiquement et on domine spirituellement. Et à partir de là, notre liberté augmente. Et je n'ai pas peur ici de dire que le mot liberté peut avoir un sens objectif. Objectif. On peut savoir, il y a un gradient de la liberté. Quand Marx dit, par exemple, que le degré d'émancipation des femmes est un gradient du développement social, il donne ici un moyen concret de s'approprier ce développement. Bon, ce n'est qu'un exemple, mais pourquoi pas de leur mesure. Voilà, donc il ne s'agit pas de penser la matière à partir de l'esprit, et le développement causal, déterministe, au sens large du terme, je ne m'engage pas sur telle ou telle forme de déterminisme de la nature, il ne s'agit pas de le penser à partir des fins de l'esprit humain. Il s'agit, au contraire, étant donné qu'il y a des fins de l'esprit humain, et que nous cherchons tous à être heureux et à contrôler au maximum ce qui nous arrive, hein, quand il y a un virus qui nous tombe dessus, on essaye quand même de comprendre un peu ce qui se passe pour comprendre, traiter, vacciner, etc. Eh bien, à partir de là, on essaie de trouver dans la nature, je dirais, des points d'appui, des leviers. Et s'il y en a, on ne va pas se plaindre. Et c'est normal qu'il y en ait. Je veux dire, ça n'a rien de surnaturel qu'il y en ait, puisque nous sommes le produit de la nature. Comment, par conséquent, n'aurions-nous pas la possibilité, à travers des millions d'années d'évolution des espèces vivantes d'une part, et des centaines de milliers d'historicités humaines d'autre part, d'arriver petit à petit à en contrôler quelque chose? Bon, alors je veux bien qu'on appelle ça du finalisme, mais à ce moment-là, eh bien, écoutez, peu importe les mots, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de savoir si l'homme est capable ou non de transformer le monde et de faire en sorte que la société vise au bonheur commun. Voilà. Oui. Comme il y a des anti-marxistes qui vont te dire que ce finalisme dans le marxisme, du fait qu'il y a un grand récit de l'humanité qui s'émancipe dans la liberté, c'est forcément religieux, c'est forcément tiré de l'Ancien Testament, parce que simplement il y a un sens de l'histoire en fait. Et c'est quelque chose qu'on reproche, mais simplement il y a des choses aussi qui se constatent, hein, tout simplement. Et puis effectivement, ce degré de libération peut se mesurer. Il y a un affrontement de l'homme contre la nature, une dialectique homme-nature qui va vers l'émancipation humaine à partir de la nature, hein, sans désobéir évidemment à ses règles, c'est pas en dehors de la nature, mais en les comprenant. Mais bien entendu. Alors, simplement, effectivement, la première des choses, c'est toujours de comprendre, si on est matérialiste, que précisément dans tous les reflets humains, même les plus fantasmagoriques, et donc les reflets religieux, les reflets magiques, etc., toutes ces choses-là, il y a du réel. Parce que personne n'échappe au réel. Et personne n'échappe à la matière. Et donc, vous pouvez toujours mettre un miroir devant un miroir, devant un miroir, devant un miroir. Finalement, si quelque chose se miroite, c'est qu'il y a quand même bien quelque part un objet qui se sera reflété dans le premier miroir. Sinon, vous n'aurez rien. Donc, quelque part, même dans les reflets fantasmagoriques et religieux, même dans les animismes, même dans les conceptions finalistes, il y a quelque chose qui se dit. Il s'agit de le retrouver, il s'agit, je dirais presque, de le psychanalyser, quelque part. Et on va retrouver effectivement dans les grandes religions, même dans les récits de l'Ancien Testament ou du Nouveau, ou ainsi de suite,
on va retrouver notre bien. Il suffit simplement de le dépouiller de sa forme fantasmagorique et de ne pas croire que les religions ne parlent pas de la réalité. Elles parlent de la réalité, elles en disent quelque chose, simplement, elles le travestissent, comment dis-je, elles enflent démesurément tel ou tel aspect de la réalité, par exemple le rôle de l'esprit. Mais même là, Engels, Hegel, pardon, Hegel, dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, est très précieux, puisque par exemple, quand il explique le déroulement des différentes formes de la conscience religieuse à travers l'histoire, il montre bien une sorte d'émergence, ce qui est la prise de conscience par l'homme de sa valeur absolue. Dans des religions de tel ou tel type, animiste par exemple, eh bien, l'homme ne se conçoit pas comme étant supérieur de la nature, pas du tout. Les objets lui sont supérieurs et donc il est fétichiste. Il est Puis, écrasé par des dieux à tête voilà, d'animaux. exactement. Donc il va fétichiser des animaux, des montagnes, des volcans, tout ce que vous voudrez. Bon, très bien. Et donc il va accorder le rôle de l'absolu des objets qui lui échappent totalement. On verra par la suite effectivement apparaître des religions où les hommes, enfin où les dieux sont à la fois humains et animaux, hein, comme par exemple dans la religion égyptienne, avec des têtes d'animaux ou des choses comme ça. Et puis on verra petit à petit émerger par exemple avec la Grèce la divinisation du corps humain, puisque les dieux sont des hommes et des femmes magnifiques. En réalité, toute la statuaire grecque est fondée là-dessus. On verra la religion juive apparaître, elle, en coupant radicalement Dieu de toute représentation concrète, mais c'est un merveilleux, un formidable pas en avant quelque part, puisque ça veut dire la divinisation de la pensée. Hein. La pensée devient divine pour la première fois quelque part. Et puis un dieu universel aussi. Et puis c'est un Dieu universel, voilà, exactement. Bon, donc ici on a comment dire, des surgissements qui sont extrêmement intéressants, qui sont pas programmés pour autant, mais qui témoignent d'un degré montant quelque part de l'autoconscience de l'homme, de la prise de conscience de la capacité qu'a l'homme effectivement de contrôler le monde qui l'entoure à travers donc des formes religieuses qui par elles-mêmes sont aliénées. On ne prend pas conscience des choses sous la forme nécessaire, on prend conscience des choses comme on peut, avec les moyens du bord. Et puis petit à petit, eh bien, on rectifie parce que ces prises de conscience-là sont insuffisantes et qu'elles se heurtent au progrès ultérieur qu'elles permettent. Elles permettent un progrès ultérieur, mais au bout d'un moment, elles viennent les bloquer, donc il faut les dépasser. On progresse par crise. Et justement, le fait qu'on progresse par crise prouve bien que ce n'est pas téléologique. Si c'était téléologique, ça serait un tapis rouge, ça se déroulerait d'une façon pépère, je dirais. Hein. C'est la philosophie bourgeoise, y compris athée, du XVIIIe siècle, par exemple chez Condorcet, qui présente le tableau du développement de l'esprit humain comme une sorte de continuité, de chemin, voilà, parsemé de roses, si l'on peut dire. Encore que Condorcet soit un penseur intéressant, c'est pas ce que je veux dire. Mais le marxisme, et avant lui le hegelianisme, vont montrer qu'en fait ça se passe à travers les cris et la douleur, et que en plus, bien sûr, c'est pas téléologique du tout, puisqu'on peut revenir à tout instant en arrière. Rien ne garantit que tout ça ne puisse pas s'effondrer. Ces constructions-là, du fait même qu'elles sont plus complexes les unes que les autres, sont plus fragiles les unes que les autres. Plus c'est complexe, plus c'est fragile. Hein. Pensons à Pascal, l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, une rosée suffit à le tuer, effectivement. Alors qu'effectivement, bon, bah, les virus, allez-y pour les tuer. Hein. Bon, ils sont complexes hein, par eux-mêmes. Ils sont complexes par rapport aux atomes, aux molécules, mais enfin, bon, par rapport à l'être humain, ils sont évidemment bien moins complexes et ils sont très difficiles à faire disparaître. Bon, donc ici, quand on constate qu'il y a un degré de complexité croissant qui peut se manifester dans la nature, on ne constate pas pour autant que ben voilà, quelque chose nous a été promis, qu'il y a eu une promesse, comme on nous dit dans les religions, et que un jour ou l'autre, bon, la parousie, le paradis, etc., nous sera offert. Marx ne dit jamais, par exemple, pour reprendre ici la conception du communisme qu'on trouve chez lui, il ne dit jamais que le communisme est écrit dans le capitalisme et qu'il suffit d'attendre, comme on l'a pu un peu croire dans les conceptions soi-disant mécanistes et en réalité finalistes de la deuxième internationale de John Kautsky, etc., qui attendait le développement
du capitalisme pour donner un jour venu l'apparition du socialisme. Pas du tout. On sait bien que tout ça, ça Oui, n'a Marx il dit tout le temps pour accoucher d'une société, il faut un accoucheur, mais il insiste sur voilà. cet aspect-là. Hein. Il peut y avoir des sociétés bornées, puis il peut y avoir des retours à l'arrière, et puis il peut y avoir des périodes dans lesquelles, effectivement, l'humanité peut s'autodétruire, ou même des périodes antérieures où telle ou telle civilisation brillante s'est écroulée sur elle-même, et ainsi de suite. Rien ne garantit la suite. Rien ne garantit la suite, sinon de saisir le fil rouge quand il existe, de tirer dessus consciemment et intelligemment, et d'essayer de construire jusqu'à l'étape suffisante et suffisante pour ne pas revenir en arrière. La contre-révolution à Nurs nous a bien montré que les retours en arrière étaient possibles, que rien n'était écrit d'avance, que les régressions sont possibles. Le simple fait que l'homme, par exemple, se constitue autour d'une culture, c'est-à-dire d'objets qui sont extérieurs à son corps, les objets artificiels, les outils, etc., et donc du coup les techniques sans lesquelles on ne peut pas manier ces outils et sans lesquelles ils ne sont pas des outils, d'ailleurs, pour finir, tout cela montre bien la fragilité aussi de nos constructions, puisque grâce à la culture, nous progressons beaucoup plus vite que ne le pouvait le faire l'évolution naturelle. Il suffit de penser à la différence de nos modes de vie entre aujourd'hui, je sais pas, Vercingétorix, si l'on peut dire. Eh bien, du même coup, ça montre aussi toute notre fragilité, puisque tout ça ne se stocke plus désormais dans notre ADN. Donc, quand auparavant il y avait une sorte d'avancée évolutive, elle était en quelque sorte fixée dans l'ADN. Bon, alors elle était très longue à se mettre en place, mais du coup elle se fixait. Ben, chez l'homme, c'est pas comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas encore des évolutions possibles dans notre ADN, j'en sais rien, mais il est clair que les civilisations sont mortelles, comme disait encore une fois Paul Valéry, elles peuvent rapidement s'effacer de la surface du globe. C'est la poésie des ruines, mais bon, elles existent, quoi, ces ruines, et elles témoignent du fait que plus c'est complexe, plus c'est fragile, mais en même temps, plus c'est complexe, et plus c'est intégrateur d'une liberté possible, en ce sens que je ne suis plus simplement l'objet, le jouet du monde extérieur, mais que je le joue en moi, si l'on peut dire, par le reflet. En le jouant en moi, eh bien, je peux précisément le maîtriser comme pas le mépriser justement. Faut faire attention parce que je viens de faire un lapsus qui peut avoir un certain intérêt. Précisément, en ne le méprisant pas, je le maîtriserai mieux. Et c'est ce qui ne se fait pas avec les religions, précisément le monde extérieur étant plutôt objet de mépris, du coup, il ne peut pas être véritablement maîtrisé. Exactement. C'est une condamnation du savoir dès le début de la Bible, voilà. Donc, effectivement, oui. Mauvais côté, quoi, on pourrait dire. Encore que, bon, les religions, effectivement, ici, sont à prendre, elles aussi, dans leurs contradictions. Voilà, ouais. Paradoxalement, ça serait leur faire trop d'honneur que de les condamner globalement. Voilà, oui, exactement. Et, on peut parler, par exemple, même dans l'épisode précédent, l'émergence de la logique via la théologie. Ça même oui, bien sûr. La réflexion sur la Sainte Trinité a été un levier puissant et paradoxal, effectivement, de la réflexion logique. Et donc si je te comprends bien, on va peut-être terminer là-dessus, mais donc il y a une dialectique entre l'entropie, disons, et la complexité. Ça donne une chance. Je n'irai peut-être pas jusqu'à l'affirmer, parce que là, c'est aux physiciens, aux cosmologistes, etc., de le vérifier. Par exemple, effectivement, mais là je le dis à la louche, hein, et ce que je dis là peut être très contestable, j'en sais rien. Ce que je dis un peu à la louche comme ça, c'est que quand on observe ce que disent les cosmologistes sur le développement de l'univers, on voit bien que, bon, à partir du Big Bang, on a des formes émergentes de complexité de plus en plus grandes. C'est pas moi qui le dis, il suffit de lire, par exemple, les bouquins assez accessibles d'Hubert Reeves, avec toujours un petit peu distance, hein, parce que par rapport à Hubert Reeves, lui, il n'est pas totalement dépourvu de pensée religieuse, d'arrière-plan religieux. Mais bon, regardons ça de près, on va s'en apercevoir. Mais d'un autre côté, bien sûr, il est clair que si, par exemple, l'expansion de l'univers continue de s'accélérer, comme on dit aujourd'hui, que non seulement elle est là, mais elle s'accélère,
Bon, eh bien, effectivement, il y a des éléments ici qui font penser à ce qu'on appelait auparavant la mort thermique de l'univers. Si l'univers occupe une place de plus en plus grande, si dans des centaines de milliards d'années, il continue encore à accélérer, bon, effectivement, on peut penser que finalement la tendance anthropique va gagner quelque part. Bon, mais ces deux tendances sont quand même liées. C'est dans ce sens qu'on peut penser qu'il y a une dialectique entre elles. Mais je ne m'y risque pas. Je dis que c'est une hypothèse, simplement. Il peut y avoir un lien dialectique en ce sens que c'est précisément parce que l'univers se dilue et est en expansion, autrement dit parce qu'il se, comment dirais-je, il se refroidit, il tend vers le zéro absolu, etc. dans le monde, en quelque sorte, que localement, et il faut bien distinguer les choses, que localement il peut y avoir l'émergence d'un sens. Parce que bon, bah, localement, c'est par contre la gravité qui va l'emporter. Au niveau global, c'est la répulsion, la force d'expansion, etc. Mais au niveau local, eh bien, bon, les nébuleuses vont donner des systèmes solaires, comme je disais tout à l'heure, où les galaxies vont se former à partir des nuages d'hydrogène, je ne sais trop quoi, etc. Et donc là, vont s'enclencher des processus locaux de formation, de complexité, et de complexité croissante. Bon, et donc là, après tout, on peut être preneur, même si le sens n'est pas global. Il est très possible que l'idée de sens n'ait pas de sens globalement. Mais si elle a du sens localement, pour nous qui vivons quelques dizaines d'années, et pour nos espèces qui, bon, si on est encore là dans 150 millions d'années, on peut prendre, en quelque sorte. Et on sait bien que le Soleil finira par devenir une géante rouge et qu'il va englober les planètes environnantes. Donc, notre compte est bon pour, dans 150 millions d'années, on ne sera plus dans la zone habitable, mais ça serait déjà pas mal de tenir jusque-là et d'avoir fabriqué quelque chose d'ici là. Donc là encore, hein, j'avance vraiment à pas de loup sur des questions pareilles, et c'est pas à moi de répondre. Je dis simplement que c'est tentant de penser qu'il y a une dialectique du sens et du non-sens, qu'il est même possible que le non-sens triomphe globalement et que le sens localement, précairement. Je dis, même comme ça, je prends. Oui. C'est un point de vue, comment dirais-je, pragmatique. Justement, en off, on n'a pas abordé, mais juste avant l'émission, tu me disais la question être ou ne pas être est mal posée, c'est pas la grande question ontologique importante. Et Ah oui. Peut-être développer, peut-être. Oui, je peux développer cet aspect. Par rapport au sens et non sens. Voilà, bon, alors, je vais faire le lien entre ça, le sens et le non-sens, et puis, au fond, une question que j'ai présupposée tout à l'heure, qu'on n'a pas démontrée, c'est que la question matérialisme ou idéalisme est bien ce que Engels appelle la question fondamentale de la philosophie. C'est ce qu'il indique dans son texte que j'ai déjà cité, donc sur le matérialisme. Et donc, la question fondamentale, c'est bien qu'est-ce qui est premier, l'esprit ou la matière, en gros, nous dit-il. Or, les ontologistes classiques, c'est-à-dire bon, les ontologistes non scientifiques ou hostiles aux sciences, aux techniques, dont le prototype est Heidegger, entendons bien que je ne trouve pas Heidegger inintéressant. Je trouve Heidegger très intéressant. Bon, et c'est une autre question. Mais ces ontologistes-là vont nous dire, mais c'est pas ça la question la plus importante. Ça, c'est une question bêtement ontique. Hein. Ontique, c'est-à-dire, bon, lui, il distingue, Heidegger, l'être et l'étant. Ontique, c'est propre à l'étang, et ontologique, c'est propre à l'être. Voilà, ontologique, c'est propre à l'être, et donc ça renvoie à la question de l'être et du néant. Hein, la première des questions, c'est pas de savoir si un objet est un livre, une maison ou un arbre. Ça, c'est une question ontique qui répond à la question qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est comme ça. Et la question d'Aristote, Titoon, qu'est-ce que l'étang, en fait? Voilà, qu'est-ce que l'étang? Eh ben, ça va pas assez loin. Qu'est-ce que l'étang? Il faut aller plus loin que ça. Il faut remonter par-delà, en deçà de la métaphysique. Pour Heidegger, hein, pour Heidegger. Pour Heidegger, voilà, il faut bien préciser, tu as raison. Donc, il faut remonter à la question pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Pourquoi y a-t-il du y a-t-il, hein, du es gibt, du c'est donné, c'est comme ça.
Et donc, pour Heidegger, au fond, toute la pensée devrait consister à s'interroger là-dessus. D'abord, les questions antiques ne devront pas envahir tout le champ, comme ça a été le cas avec la métaphysique. Bien, très bien, ça me paraît intéressant comme question. Et il ne faut pas la fuir, parce que si on la fuit, eh bien, bon, voilà, les existentialistes, qui sont une forme particulière de l'idéalisme, sans doute croient qu'ils ne sont pas idéalistes, mais ils le sont, eh bien, les existentialistes vont nous dire, mais bon, vous n'allez pas bien loin, c'est pas radical votre philosophie, elle est à la surface. Là, pour me dire pourquoi il y a un livre et non pas un arbre, j'ai la science, j'ai la technique, ça me suffit, j'ai pas besoin de philosophie. Bon, la philosophie, c'est le dur, to be or not to be, et avec derrière, évidemment, la possibilité du suicide. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme gage supérieur de En radicalité? disant que d'après Camus, la grande pensée philosophique, c'est le suicide. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le problème philosophique majeur, c'est le suicide. Pourquoi je ne me suicide pas? Évidemment. Et donc, cette question-là, ben, tout simplement, on peut remarquer, c'est Hegel qui, au fond, l'établit dans une certaine mesure dans son grand livre La science de la logique, première section, sur l'être, que tout bonnement, elle est mal posée. Parce que pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Moi, j'ai envie de dire, pour être plus radical que tous ces gens-là, mais vous êtes sûr qu'il y a quelque chose? Vous êtes si sûr que ça qu'il y a quelque chose? J'ai envie de vous révéler que vous n'existez pas. Et d'ailleurs, moi non plus. Et d'ailleurs, nous ne parlons pas en ce moment. Bon, enfin bref. Ce que je veux dire ici, en l'occurrence, c'est que l'être lui-même n'est pas si assuré que ça, puisque les choses changent, puisque le réel change. Et s'il change, c'est qu'il n'est pas en lui-même ce qu'il est, c'est qu'il est en lui-même autre chose que ce qu'il est, puisque, bon, le devenir, c'est l'apparition de l'autre au sein du même. Bon, alors à partir de là, ce qui existe vraiment, nous répond Hegel, c'est le devenir. Le devenir, c'est-à-dire que ce qui est cesse d'être et que ce qui n'était pas commence à être, quelque part. Et que donc, l'être et le néant sont attachés l'un à l'autre par la tête, si l'on peut dire, comme le plaisir et la douleur, Platon le remarquait déjà dans l'Antiquité, lorsque, par exemple, je cesse de souffrir de la soif parce que, après avoir traversé le désert, je peux enfin boire une grande gourde d'eau ou de vodka, eh bien, c'est pas conseillé. Mais bon, eh bien, à ce moment-là, j'éprouve du plaisir par le fait même de sortir de la douleur. C'est la même chose concernant l'être et le non-être. Et donc, la véritable question n'est plus à ce moment-là être ou ne pas être, puisque cela supposerait une disjonction entre les deux, une séparation radicale de l'être et du non-être. C'est la même chose, nous dit Hegel, que l'être pur et que le néant pur. Au fond, c'est assez facile à comprendre. Si on prend la philosophie de Parménide en Antiquité, Parménide c'est un grand, c'est le fondateur de la métaphysique, hein, en vérité, eh bien Parménide sépare absolument de façon étanche l'être et le néant. L'être est, le non-être n'est pas. L'être c'est l'être, le non-être c'est le non-être, quelque part, et donc du même goût, de façon très conséquente avec cet héroïsme qui est celui des grands philosophes. Parménide va en arriver, à travers ses élèves, les éléates, ses non-élés par exemple, à nier l'existence du changement, du mouvement. Le mouvement n'est qu'une apparence, puisque l'être est et le non-être n'est pas. Sinon, on se contredit. Sinon, on dit que l'être n'est pas et que le non-être est. Eh bien, le courage de Hegel, c'est d'aller encore plus loin et de dire, bah oui, l'être est, l'être n'est pas. Quelque part. Parce que l'être tout seul, imaginons l'être seul, compact, sans fissure, tel que l'imagine Parménide, une sorte de sphère de métal plombé, en quelque sorte. Hein. Bon, une super étoile à neutrons, en quelque sorte, complètement concassée, compressée, etc. Mais là-dedans, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Le mouvement est devenu totalement impossible. Et qu'est-ce que c'est que quelque chose qui n'a plus d'action, ni à l'extérieur de soi, ni en soi, ni sur soi? Bah, c'est la même chose que le néant. À quoi voyons-nous qu'une chose existe, sinon par le fait qu'elle produit des effets? Si elle ne produit plus aucun effet, et si rien ne lui fait d'effet, c'est qu'elle n'existe pas. Donc l'être pur et le néant pur sont la même chose. Quant au néant pur, si on le supposait, supposons qu'il n'y ait pas l'être mais le néant, supposons qu'on réponde à la question de Leibniz, c'est Leibniz qui disait pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Supposons, bah,
Bon, non, vous vous trompez, monsieur Leibniz, il n'y a pas quelque chose, il n'y a rien en réalité. Vous voyez bien que c'est immédiatement contradictoire. S'il n'y a rien, il y a bien quelque chose, ne serait-ce que rien. Et quelqu'un pourrait dire qu'il n'y a rien. Bon, donc d'une façon ou d'une autre, l'être et le néant sont quelque part, en tant qu'être pur et néant pur, la même chose. Et donc, la question la plus radicale n'est pas pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, c'est même naïf de poser les choses ainsi, puisque c'est laisser croire que l'être et le néant sont séparables. Or, ils ne le sont pas. Et donc ça s'appelle la dialectique. Et à partir du moment où ça s'appelle la dialectique, ça veut dire que ce qui intéresse l'ontologie véritable, sans cette étanchéité totale entre l'étang et, j'allais dire l'auton, et voilà, et et l'être, hein, bon, ben, c'est effectivement le processus de devenir. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de frontières non plus étanches entre la philosophie et la science. Parce que qu'est-ce qu'elle étudie la science, sinon le devenir des choses, sinon le fait que X étant ceci finit par devenir cela, et cela d'une manière réglée. Et là, on retombe sur Parménide, le monde est un feu permanent qui s'éteint avec mesure et qui se rallume avec mesure, quelque part. Et donc, Attends, c'est pas Parménide, c'est je Anaximandre ou dis, Anaxagore? J'ai un doute, je me rappelle plus sur le... c'est Héraclite, j'ai dit Ah, Parménide. Héraclite, pardon, oui, sur le coup. Oui, Héraclite, oui, oui, j'aurais fait Héraclite. c'est Héraclite, on retombe sur l'idée d'Héraclite, sur celle aussi des philosophes matérialistes, qui vont toujours donner sens au rien ne se perd, rien ne se fait, tout se transforme, et rien ne naît de rien, rien ne retourne au néant. On a toujours une forme de l'être qui remplace une autre forme de l'être, cela de manière réglée, c'est-à-dire selon une raison, et donc le monde est rationnel. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est magnifique. On va peut-être s'arrêter là pour maintenant, et puis on a passé des galaxies tout en à la raison jusqu'au grec, en passant heureusement tout en suivant le fil rouge, hein, pour rendre hommage à notre ami Gilles Landini d'ailleurs. Et tu as parlé de fil rouge, c'est bien ça, donc on continuera le tirer, ce fil rouge. Donc dans le prochain épisode, on parlera peut-être un peu plus de dialectique, d'après ce que j'ai compris. On fera le chapitre 3 pour ceux qui veulent suivre. Voilà. Chapitre 3 du tome 1 de Lumière commune que je remonte à l'écran. Voilà. Merci beaucoup. Merci Georges, hein. À la séance prochaine. À la séance prochaine, en effet.